Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin de journée désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la réunion de la BCE dans une semaine et les faucons qui sont de sortie. La frange la plus orthodoxe de la Banque Centrale Européenne donne à nouveau de la voix à une semaine de la réunion de rentrée de la Banque Centrale Européenne. On parlera des enjeux de cette réunion dans un instant avec Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management, qui sera avec nous par téléphone. L'autre sujet à la une, c'est le rafraîchissement de l'indice Eurostoxx 50, les indices qui évoluent au rythme des mouvements de marché, bien sûr, et donc c'est l'Eurostoxx 50, l'indice des 50 plus grandes valeurs européennes, qui est remis au goût du jour aujourd'hui de manière intéressante, puisqu'on voit une banque et un constructeur automobile entrer au sein de l'indice Eurostoxx 50, l'espagnol BBVA, la banque espagnole BBVA, et le français Stellantis, issu de la fusion entre PSA, Peugeot, Citroën et Fiat Chrysler, bien sûr. Les deux qui sortent sont une boîte de technologie et une utilities, Amadeus IT, spécialiste notamment des logiciels de réservation pour l'industrie du tourisme et du voyage. Et puis Engie, le français Engie également, qui sort donc de l'Eurostoxx 50 aujourd'hui. On parlera également à nouveau de la Chine, bien sûr, c'est le grand sujet de la rentrée. On suit l'intensification, l'accélération de la reprogrammation sociale en Chine, et les régulateurs dans le domaine des transports aujourd'hui ont averti les grandes compagnies de VTC de se mettre en ordre de bataille, de mettre de l'ordre chez elles d'ici la fin de l'année. On parle de Didi, bien sûr, le leader du marché des VTC en Chine, mais on a des compagnies de VTC qui sont opérées également par des groupes comme Meituan ou encore Alibaba. Peu de mouvements à signaler sur les indices boursiers en Europe à mi-séance. Les infos clés, c'est avec Alix Nguyen. Après un mois de septembre amorcé sur une hausse franche, la tendance est à la stabilité à la Bourse de Paris. Une séance sans doute influencée par Wall Street qui finissait hier en ordre dispersé. La question des politiques monétaires plane toujours plus sur les marchés. Alors que les investisseurs se concentraient sur les faits et gestes de la Fed, il semblerait que le débat se déplace vers l'Europe. Hier, dans un entretien publié par le magazine Time, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'exprimer quant à une économie de la zone euro qui, selon ses dires, se relève de la crise sanitaire, et d'affirmer qu'il s'agit désormais pour les autorités politiques d'adopter des méthodes presque chirurgicales, l'enjeu ne portant plus sur un soutien massif mais sur un soutien concentré, ciblé sur les secteurs les plus durement touchés. On le comprend, une réduction des achats de la BCE est donc envisagée. À noter que la semaine prochaine aura lieu sa réunion de politique monétaire. Une sortie qui fait donc écho à celle de Jérôme Powell, qui la semaine dernière rassurait les marchés quant à un tapering certain mais pas imminent. On précise aussi que la prochaine réunion de la Fed les 21 et 22 septembre sera sans doute conditionnée par de nombreux chiffres. Cet après-midi, on gardera un œil attentif aux inscriptions hebdomadaires au chômage, en attendant ceux plus déterminants demain du département du travail. Hier, ceux du cabinet ADP pour le secteur privé ont déçu à seulement 374 000 créations, soit près de 2 fois moins qu'anticipé par le consensus. Focus sur les valeurs, Lagardère est quasi stable au lendemain d'une baisse de plus de 6%. Financière Agache, holding de Bernard Arnault, cède l'intégralité de sa participation dans Lagardère Capital, holding personnel d'Arnaud Lagardère, en contrepartie d'actions du groupe Lagardère. Et une autre nouvelle, la signature par Lagardère Travel Retail d'un accord avec JD.com et China Jianin Investment en vue de leur entrée au capital de Lagardère Travel Retail Asia pour une participation totale d'environ 22%. On apprend aussi que BNP Paribas discute avec la banque chinoise AG Bank de la création d'une coentreprise de gestion de forfait
fortune. Le groupe automobile Stellantis va acheter la société de financement automobile américaine First Investors pour environ 285 millions de dollars. Alstom va vendre 35 tramways Citadis supplémentaires à Lyon pour 115 millions d'euros. Le système de navettes autonomes développé par la société lyonnaise Navia va être déployé sur route ouverte au Royaume-Uni. C'est une première dans le pays. Et puis une petite acquisition pour Bureau Veritas. Le groupe se renforce dans les tests en laboratoire et rachète AET France. Tendance, mon ami, avec Alex Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h sur Bismart. Quelques commentaires pour entamer cette émission sur la réunion de rentrée de la Banque Centrale Européenne qui se tiendra la semaine prochaine, jeudi prochain, le 9 septembre à Francfort. Et c'est Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone pour en discuter, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Bonjour. Merci d'être avec nous et je le disais en introduction, les faucons de la BCE sont de sortie. C'est vrai que la crise pandémique a fait taire d'une certaine manière les dissensions habituelles au sein de la Banque Centrale Européenne. Le consensus était plus facile à trouver pendant les mois d'urgence et de crise pandémique. Maintenant, les faucons nous disent qu'il est temps à nouveau de les écouter. Écoutons-les. D'autant qu'ils posent des questions qui peuvent être légitimes, Nadia, notamment sur le plan de l'urgence pandémique. Est-ce que la BCE peut justifier dans un avenir proche, la semaine prochaine ou la réunion suivante, d'une réduction graduelle de son programme de soutien d'urgence pandémique, le programme PEP, qui est censé se terminer en mars 2022 ? Alors c'est vrai que la BCE peut se montrer sensiblement plus optimiste sur la conjoncture en zone euro. Depuis juin, date à laquelle elle a publié ses dernières projections, les données ont légèrement été meilleures qu'attendues. Donc je dirais qu'elle peut justifier une réduction graduelle que je caractériserais de technique du PEP. Alors c'est vrai que la seule décision qu'on attend jeudi prochain, c'est sur le rythme d'achat au quatrième trimestre. Et si on devait donner des chiffres, on peut imaginer un montant mensuel de 70 milliards qui reste plus élevé que ce qu'on a connu en début d'année, 60 milliards, mais inférieur à ce qu'on a eu ces derniers mois de 80 milliards. Et je dirais que cette réduction technique devra aussi s'accompagner d'une communication forte de la BCE. Au fond, c'est là où Lagarde va être attendue jeudi, c'est vraiment sur la communication et sur le fait qu'elle doit insister sur le fait que la BCE n'entend pas réduire son support monétaire prochainement. Il y a un risque de ce point de vue-là, justement en termes de communication, parce que effectivement, la réduction du programme d'urgence, c'est une chose, mais il y a également quand même la nouvelle promesse, la nouvelle forward guidance de la Banque Centrale Européenne qu'il ne faut pas trahir. L'idée qu'on doit se donner tous les moyens nécessaires pour atteindre 2% d'inflation en zone euro, bien avant la fin de l'horizon de prévision de la Banque Centrale Européenne, alors qui sera prolongé d'un an prochainement. Donc le nouvel horizon sera 2024. Quand on regarde les projections jusqu'à 2023, on est toujours très loin des 2%. Tout à fait. Alors, il y a vraiment un risque en termes de communication la semaine prochaine, plus qu'en termes de décision. Et je dirais que si la BCE a envie d'être crédible dans cette nouvelle forward guidance, elle ne peut juste pas finir le PEP en mars prochain. Il faudrait qu'elle augmente son autre programme d'achat, l'APP, le programme plus traditionnel, le rendre plus flexible, le recalibrer. Alors la question, c'est est-ce que la recalibration va être temporaire ou permanente? Ce sera sûrement sujet à de gros débats entre les deux camps de la BCE, mais clairement, si elle veut se montrer crédible, elle devra nous annoncer soit une augmentation de l'APP ou pourquoi pas, si on réfléchit un peu out of the box, un nouveau programme qu'on appellerait Recovery Programme par exemple, mais ceci est encore loin. Je dirais que la décision elle arrivera en octobre voire en décembre prochain. Bon, 3 réunions importantes quand même d'ici la fin de l'année pour la BCE, pour les banques centrales en général. Ce sera à peu près le même calendrier pour la Fed qui est un peu plus avancé, on va dire, dans son chemin. Et pour la BCE, la rentrée commence donc la semaine prochaine, le 9 septembre à Francfort. Merci beaucoup pour ces quelques commentaires, Nadia. Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management.
Parlons des perspectives de marché en cette rentrée avec les équipes de Carmignac et Kevin Tezet qui est à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour Kevin. Bonjour Grégoire. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Bon, on parlait de la BCE avec Nadia, c'est le sujet immédiat en tout cas pour la semaine prochaine. Mais c'est vrai que l'idée générale de cette rentrée, alors il y avait le thème des pics, ça c'était un petit peu avant l'été. Est-ce qu'on est en train de franchir les pics de croissance, les pics d'accommodation monétaire? Bon, la réponse est un peu plus évidente aujourd'hui. Oui, ces pics semblent être franchis ou en passe de l'être. Ouais. Et donc, on arrive dans un moment où le rythme change. La macroéconomie se modère, se normalise. Les politiques publiques de soutien monétaire, budgétaire, elles aussi, sont en train d'approcher d'un point d'inflexion. Ouais. Le marché est toujours sensible à ces points d'inflexion, à ces signaux qui sont envoyés. Et puis il y a le sujet chinois, mais je pense qu'on pourra en dire quelques mots en particulier avec vous dans cet entretien. Okay. Mais sur l'idée du changement de tempo un peu global, là, est-ce que ça met les économies, la reprise en risque? Et puis du point de vue des marchés, est-ce que ça nécessite des décisions de gestion particulières? Le cycle, il avance. La croissance... elle est moins vigoureuse, mais elle est de plus en plus autonome. Et donc ça veut dire que le focus, ce sur quoi les autorités, qu'elles soient monétaires ou budgétaires, ce sur quoi elles se concentrent, c'est peut-être moins la vigueur de la croissance, mais peut-être d'autres facteurs. Alors l'inflation, on en a beaucoup parlé, donc ce qui peut amener des banques centrales à en faire un petit peu moins. Typiquement, on a parlé de la Banque centrale européenne, mais ça peut aussi être le cas de la Réserve fédérale américaine. Et puis, les autorités budgétaires aussi, qui peuvent, là aussi, il peut y avoir des fonds courants au sein des différents gouvernements, au sein d'unités plus hétérogènes comme l'Union européenne. Aux États-Unis, on voit clairement la croissance qui décélère. On a réduit nos anticipations de croissance aux États-Unis. Le consensus est en train de s'ajuster. C'est-à-dire qu'un peu avant l'été, ce qui était attendu, c'était 6,5% de croissance pour cette année. Ce qui est attendu aujourd'hui, c'est un peu plus de 6%. Donc on a bien cette dynamique-là. Dans le même temps, les pressions inflationnistes, elles existent. On a parlé de la Banque centrale européenne, il y a des chiffres de l'emploi. Alors, Alexandre parlait tout à l'heure, il y a l'ADP, il y a des chiffres de l'emploi attendus encore aujourd'hui et demain. Et ça, ça pourra amener la Réserve fédérale à en faire moins parce que ça pourra amener, on va dire, des pressions inflationnistes, des pressions sur les salaires. Et c'est vrai que ce cocktail-là, moins de croissance et plus potentiellement d'inflation, sur le papier, c'est pas forcément un très bon cocktail pour l'économie et pour les marchés financiers. On sort d'une... Parce que c'est vrai que la reprise des marchés financiers, on en parle depuis 1 an et demi, a été très faste, nous a amené sur des niveaux records. On sort de cette période-là, enfin de la période, j'allais dire facile, c'est jamais facile dans vos métiers, et surtout pas après ce qui s'est passé depuis un an et demi, mais on sort quand même d'une logique de marché assez simpliste. Disons qu'il y avait, on avait des autorités qui étaient très claires, c'est-à-dire que ce soit des banques centrales ou encore une fois des gouvernements, quoi qu'il en coûte, d'il y a 1 an, aujourd'hui, la direction est moins claire, c'est-à-dire que le passage de relais va se faire entre ces mesures gouvernementales et les ménages, typiquement. Donc, on a vu des mesures exceptionnelles mises en place, on a vu beaucoup de transferts sociaux, des gouvernements vers les ménages, vers les foyers. La question est, est-ce que les consommateurs vont se remettre à consommer, vont continuer de le faire et vont... Maintenant, ça va être à leur tour de porter la croissance. C'est des questions qui ne sont pas faciles à adresser. On a eu des publications, par exemple, de confiance, de sentiments des consommateurs qui sont, on va dire... Aux États-Unis, c'est un peu en berne. Exact. Alors, ça reste sur des niveaux élevés, mais là aussi, il y a une forme de point d'inflexion potentiellement. Donc, c'est bien ce virage-là qu'il va falloir négocier. On le sait, ces points d'inflexion, on va dire, sur un cycle économique classique, ne sont pas faciles à aborder. Et avec le cycle qu'on connaît, ils le sont encore moins parce qu'il y a toutes les spécificités qui sont propres à cette crise Covid et toutes les dislocations qui ont été qui en sont le résultat, que ce soit sur l'offre, sur la demande, sur le marché du travail, sur la velléité des salariés à retourner travailler, etc. Qu'est-ce que ça implique en termes de gestion là? Quelles sont les décisions, les grandes décisions que vous avez pu prendre, peut-être d'ailleurs à travers l'été, ou que vous souhaitez prendre prochainement dans cette phase d'inflexion justement du policy mix global, Kevin? Alors, on le disait, c'est un virage qui n'est pas facile à négocier. L'exemple des taux américains, il me semble particulièrement opportun. C'est-à-dire que on a bien une réserve fédérale qui nous dit qu'elle va acheter moins.
pendant une durée de 9 mois, 12 mois, on le verra, qui va remonter ses taux ensuite. Il y a eu des anticipations de remontée des taux qui ont été largement corrigées après l'intervention de M. Powell à Jackson Hole. Donc, on va dire le potentiel de voir ces taux américains plus hauts, il est quand même là, il est important. Et pour autant, eh bien, ces marchés de taux, ils regardent de très près ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Et une vague comme celle du Delta, par exemple, des allocations chômage dans certains États américains qui vont durer plus longtemps, eh bien, ça pourra aussi freiner un petit peu. En tout cas, ça voudrait dire qu'il y aura moins de citoyens américains qui retourneront travailler. Et donc ça veut dire que les taux, ils peuvent rallier. Donc, c'est une réponse un peu longue, mais ça veut dire qu'il y a quand même deux forces qui s'opposent justement. Et donc, l'une qui empêche les taux de remonter, l'autre qui plaiderait plutôt pour une remontée à nouveau des taux longs. Parce que je rappelle, on n'a même pas franchi 1,80 sur le 10 ans américain. Non, et aujourd'hui, on a avec un policy mix démentiel. Ouais. Et donc aujourd'hui, on a plus tendance à réduire la sensibilité aux taux, donc à mettre en place par exemple des positions vendeuses sur ces taux américains. Le risque pour vous est plutôt de voir les taux longs américains à nouveau remonter. C'est qu'à moyen terme, la conjoncture économique, même si le dynamisme de la croissance ralentit, on va plutôt quand même dans la bonne direction. Pour autant, on ne veut pas non plus appuyer pleinement sur ce moteur de gestion-là. Donc on a des positions négatives, mais on n'est pas, on va dire, à fond sur cette pédale-là. Sur les marchés du crédit, là aussi, on va dire, ce point d'inflexion dans le cycle, en général, il tend à être moins dynamique de croissance, un peu moins de liquidité. Il tend à être accompagné par un écartement des spreads de crédit, des primes sur les crédits. Et pour autant, on a un environnement de répression financière qui est sans précédent. On a des taux réels qui sont particulièrement négatifs, quand on voit les chiffres d'inflation publiés en zone euro, par exemple, par rapport aux 10 ans allemands. Et ça, c'est quand même un facteur de soutien très important sur ces marchés du crédit. Donc là, on va privilégier la sélection d'obligations et se couvrir un peu sur le risque de marché, parce qu'on est quand même dans un environnement de valorisation relativement cher. Et puis ce spectre ou ces craintes, ce scénario un peu noir ou extrême de voir ce risque de stagflation, donc moins de croissance, plus d'inflation. Sur les marchés d'actions, c'est plutôt favorable aux sociétés dites de croissance visible, de bonne qualité. Donc c'est plutôt vers ce type d'instrument-là, ce type d'investissement-là qu'on va se porter aujourd'hui sur les marchés d'actions. Mais l'idée, c'est du fine-tuning. C'est encore de l'ajustement. C'est pas un grand renversement des portefeuilles. On sort pas des actifs risqués massivement. On n'est pas en train de réduire la voilure massivement en termes d'exposition au risque. Non. Donc, on va dire, concrètement, les grands mouvements qui ont été mis en place, c'est des positions plutôt négative, donc on a réduit la sensibilité au taux. Une exposition action qui reste autour dans un fonds comme patrimoine, si je prends ça comme référence, autour de 30-40%. Donc on encore une fois pas pleinement exposé, mais on reste on reste exposé à ces marchés-là. Au sein de ces expositions actions, donc une approche un peu plus prudente. On n'embrasse pas on saute pas dans ce rebond cyclique, on se réexpose pas à trop de cyclicité pour autant. Et sur les marchés du crédit, on a des protections parce qu'on les paye pas trop cher non plus, et il y a quand même des opportunités dans cet environnement-là. L'autre grande question, si ce n'est la grande question de la rentrée, qu'est-ce qu'on fait avec la Chine ? Grande reprogrammation sociale, le communisme 2.0, bref, on appelle ça comme on veut. C'est le sujet après les 40 années d'enrichissement tourné vers le capital, le développement du capital. Pékin nous dit maintenant, c'est le peuple, people-centered. On va défendre à nouveau les intérêts du peuple, la prospérité pour tous. Alors ça se fait avec quand même pas mal de fracas financiers, en tout cas, sur les marchés financiers. Sans doute un coup sur la croissance chinoise aussi à court terme. Où et comment est-ce qu'on va continuer d'investir en Chine demain ? Enfin, déjà, première question, est-ce qu'il faut continuer d'être investisseur en Chine ? C'est quand même déjà une première question. Et si oui, où et comment est-ce qu'on va investir en Chine demain ? Alors, il y a pour moi deux choses. Il y a cet aspect réglementaire et on va y revenir. Là aussi, si on repart de cette idée du cycle économique, l'économie chinoise, elle est en avance sur l'économie américaine, qui elle est même en avance sur l'économie européenne. L'économie chinoise, elle ralentit. Elle est déjà elle est pleinement dans cette phase de ralentissement-là. On a vu là aussi des marchés financiers fortement chahutés par justement ces évolutions réglementaires en place ou à venir. Et ça tend quand même à offrir des opportunités.
sur les marchés d'actions, mais aussi sur les marchés de taux. C'est-à-dire que le ralentissement chinois, aujourd'hui, il est orchestré. Les autorités de Pékin, elles ont l'air d'être plutôt à l'aise avec ça. Si jamais ça devait se dégrader davantage, elles ont des cartouches, des marges de manœuvre pour en faire plus. Elles pourront baisser leur taux, par exemple, ou stimuler leur économie par des plans d'infrastructure également. Donc ça vient plutôt aider ces marchés de taux-là. Après, il y a le volet action, et j'imagine que c'est celui-là qui pose plus de questions aujourd'hui. Les marchés d'actions chinois, pour nous, aujourd'hui, ils restent investissables. Ce que fait M. Xi Jinping, ce n'est pas une attaque au secteur privé, c'est, on va dire, une modération. En tout cas, il vise à modérer potentiellement les excès du capitalisme. Donc ça, c'est ça qui sous-tend, on va dire, les mesures qui sont mises en place. Alors, vous parliez tout à l'heure de Didi, par exemple, où on a eu d'autres secteurs qui ont été plus touchés, comme ceux liés à l'éducation. Il y a aussi des secteurs qui, eux, bénéficient pleinement des faveurs de Ils sont du bon côté de la barrière politique, c'est ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc ça, c'est plutôt sur ceux-là qu'on va avoir envie d'investir sur le moyen terme. Alors ça peut être celui des semi-conducteurs. Il y a eu des règles, un embargo américain sur les semi-conducteurs. La Chine accuse un retard relativement significatif sur ce secteur-là, entre 5 et 10 ans. Donc ça, c'est des secteurs qui vont bénéficier de beaucoup d'investissements, donc qui devraient être très, très porteurs. Il y en a un autre qui est celui de la transition énergétique, de l'énergie. La Chine importe beaucoup de matières premières, beaucoup de pétrole. Elle a peu de ressources pétrolifères. Par contre, elle a des ressources manufacturières quasiment illimitées. Et ça, pour produire de l'énergie solaire ou renouvelable, ça devrait aider. Donc ça aussi, ça devrait être un facteur de croissance très fort. Et puis, le pendant de ça, c'est aussi le véhicule électrique. C'est-à-dire que 50% des importations pétrolières en Chine, elles sont pour véhiculer des véhicules thermiques. Donc le véhicule électrique, là aussi, il devrait croître fortement. Finalement, vous dites que le marché va plutôt repositionner ses investissements en Chine sur les thématiques que vous avez pu évoquer, Kevin, plutôt que de retirer ces billes massivement de Chine. Quand on construit un portefeuille, quand on gère un portefeuille, on le construit aussi. Et donc, on est content d'avoir d'un côté ces expositions au taux chinois, qui sont plutôt un actif qui a tendance à plutôt bien se comporter en phase de, on va dire, adverse au risque. Puis on a un peu de portage, contrairement à ce qu'on a en euros. Encore sur la dette chinoise. On a des actions avec beaucoup de visibilité, en tout cas une bonne visibilité sur les secteurs que je mentionnais. Du fait de cette visibilité, ils tendent à se payer un peu plus cher que le reste du marché. Et puis, on a pu... il y a eu des réactions de marché très fortes, des formes de mouvements de panique. Là aussi, il y a des choses à faire, des valeurs sur lesquelles investir et qui, elles, traitent sur des niveaux de valorisation beaucoup moins élevés. C'est donc un moment d'opportunité, là, vous dites ? Nous, on a même renforcé l'exposition à la Chine à certaines valeurs chinoises. Merci beaucoup, Kevin. Très clair. Kevin Tauzet qui était avec nous pour évoquer ses perspectives de marché en cette semaine de rentrée. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.